Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un réalisateur, un Canadien, né le 15 mars 43, qui a maintenant 78 ans, David Cronenberg. David Cronenberg est connu pour faire un style de cinéma bien particulier, ce qu'on appelle un cinéma de la chair. Et donc, c'est un réalisateur qui n'est pas forcément très abordable. C'est un réalisateur qui a fait quand même pas mal de films, dont on attend les prochains avec une certaine impatience, même si ces derniers temps, ces films ont peut-être été moins bien reçus. Sans être mauvais, loin de là. La première fois qu'on voit David Cronenberg, c'est en 66 avec le court-métrage Transfert, un court-métrage qui sera difficile d'expliquer en détail, mais que vous pouvez facilement trouver les images sur Internet. Yes, doctor, it's me. Il enchaîne en 1967 avec un autre court-métrage nommé From the Drain, un court-métrage dont les images se trouvent également facilement sur le net, qui dure une quinzaine de minutes. Et il enchaîne en 1969 avec son premier long-métrage, un film qui dure à peine 1 heure, 65 minutes, et qui est pas simple à aborder. C'est toujours compliqué de revoir les premières œuvres des grands réalisateurs. Et dans le cas de Cronenberg, c'est encore plus dur. Parce que la première réalisation cinéma du bonhomme risque bien de laisser un grand nombre de personnes sur le carreau. L'histoire se déroule dans un institut scientifique canadien. Un docteur mène des expériences, notamment sur la télépathie et sur la sexualité, sur deux jeunes gens. Mais c'est dans la forme que le film surprend. Parce que plutôt que de lier les images et la narration, Cronenberg filme son histoire et raconte ensuite son pitch par-dessus. Donc plutôt fait raconter par des gens dont on ne sait rien, on suppose qu'ils sont ceux qui ont subi les expériences ainsi que le docteur, et face à cela, on voit des personnages déambuler en noir et blanc. Il y a clairement une tentative de faire quelque chose de nouveau et ça surprend. Mais pour ma part, j'ai toujours préféré que le fond épouse la forme plutôt que les deux semblent tellement dissociés. Reste que c'est une expérience à voir, bien que le résultat puisse paraître hermétique et pas forcément toujours intéressant. Une première œuvre compliquée qui n'est pas forcément une obligation à voir, mais qui préfigure les tentatives futures du Canadien. Subjects underwent pattern brain surgery, whose program was developed within the Academy's organic computer dialectic system. The object of surgery was to extend by a process called biochemical induction the natural electrochemical network of the human. Dès l'année suivante, Cronenberg remet ça avec Crimes of the Future, donc en 1970. Un film d'1 h 10 avec encore une fois des acteurs assez inconnus pour un long métrage expérimental. Décidément, le début de la carrière de Cronenberg, c'est pas une joie à suivre. Le bonhomme fait pas dans la facilité. Le film est narré par Adrian Tripod, directeur de la Maison de la Peau qui s'occupe des problèmes dermatologiques. Auparavant tenu par Antoine Rouge, l'Institut ne compte plus qu'un seul patient et Antoine Rouge est mort après avoir découvert la maladie à qui il a donné son nom. Et le réalisateur canadien livre ici un film dans la veine de son premier, la couleur en plus. En gros, on a des images, des sons et le tout est narré par Tripod au-dessus des images. Mais il n'y a aucun dialogue. Sauf que là où le procédé pouvait être expérimental et intéressant à un certain degré dans le premier film, il l'est nettement moins ici puisque le scénario est bien plus linéaire. De fait, une mise en scène simple aurait été plus probante. Parce que si on y rajoute une bande-son parfois horripilante faite de bruits divers et variés et des plages totalement muettes, on est désorienté par un film qui, en fait, ne le mérite pas vraiment. Un film qui se perd et qui explique surtout que son réalisateur délaissera ensuite ce style pour se tourner vers des films plus marqués esthétiquement. Un film pas franchement indispensable. Seemingly without function. As each is surgically removed, it is quickly replaced by another equally mysterious. He has taken to breaking into the specimens room and stealing the jars containing these organs. His body, he insists, is a galaxy, and these creatures are... Par la suite, entre 70 et 75, David Cronenberg, ou plutôt entre 70 et 72, va se lancer dans de petits films pour la télévision canadienne, des petits films qui sont aujourd'hui assez invisibles. En 71, on trouvera Tourette, Letter from Michelangelo et Jim Ritchie Sculptor. En 72, Don Valley, Fort York, Lakeshore, Winter Garden, Scarborough Bluffs et In the Dirt. En 72 toujours, il réalise également un épisode de la série télé Programme X nommé Secret Weapons. En 1975, David Cronenberg change donc de style et sort Frisson.
Délaissant ses expérimentations étranges pour se tourner vers une œuvre horrifique plus accessible, Frisson est la première vraie réussite du réalisateur. Le film se déroule dans un immeuble qui va voir apparaître d'étranges parasites qui va transformer les résidents en espèces de créatures ne pensant qu'à une chose, le sexe. Bon, finalement, ils sont pas différents des hommes habituels, hein. À la musique, Fred Moline, au scénario David Cronenberg, à la photographie Robert Saad, et au casting des acteurs relativement méconnus. Un pitch qui colle non seulement au début du réalisateur, mais aussi à ce qui fera la suite de sa carrière. Forcément, l'œuvre est assez désargentée, mais ne l'empêche pas de montrer de vraies dispositions dans le genre. Ainsi, entre un casting globalement bien dirigé et de nombreuses Saigor lancées grâce à de jolis effets visuels pratiques, on sent bien que le réalisateur est impliqué à 200% dans le film. C'est donc avec un grand intérêt que l'on suit le déroulement de ce film parfaitement mené, avec également une vraie science de la narration, ici bien plus accessible que dans ses œuvres précédentes. Sans surprise, le sujet du film transpire dans chaque choix artistique, du casting au design des créatures, le tout étant fortement sexuel. Une œuvre d'époque qui a forcément un peu vieilli, mais pas tant que ça finalement. Frisson. Il possède les hommes, les femmes, les enfants. Ils les conduisent aux actes les plus horribles. Personne n'est à l'abri. Aucun pouvoir ne les arrête. La seule issue, la mort. Frisson. Fermez vos fenêtres. Barricadez vos portes. Évitez les couloirs ce soir. En plus de jouer un infecté en 75 dans Frisson, donc, il va réaliser plusieurs épisodes de séries télé. En 75, 2 épisodes pour la série Peep Show, et en 76, un épisode pour la série Téléplay. Sorte de suite spirituelle de Frisson, Rage continue de tracer le chemin d'un Cronenberg plus que jamais obsédé par les corps. Sorti en 1977, Rage se déroule sur un scénario de David Cronenberg avec à la photographie René Verzier et au casting Marilyn Chambers entre autres. Pas d'acteur reconnu une fois de plus. Après un accident de moto qui la laisse défigurer, Rose est opérée par un chirurgien esthétique. Celui-ci décide d'en profiter pour expérimenter quelque chose. À son réveil, Rose est changée. Un orifice est apparu sous son aisselle, elle ne peut plus se nourrir que de sang. Et chacune de ses victimes semble atteindre d'une sorte de rage qui se répand. Sorte de variation autour du mythe de vampire, mélangé ici à celui du savant fou, Rage est un mélange tout à fait convaincant. Si on sent que le réalisateur ne maîtrise pas encore tout à fait tous les aspects du cinéma, les acteurs sont parfois franchement limites, il ne se gêne pas pour développer son style et créer un film qui semble parfois être une déclinaison du précédent, que je préfère cependant. Toujours fasciné par le côté sexuel de son histoire, il n'hésite pas non plus à le mettre en avant. Parfois un peu sanglant mais jamais vraiment gore, le film parvient à faire lentement progresser son histoire jusqu'à l'inéluctable finale. Et on finit par s'attacher à ces personnages, d'autant qu'aucun ne semble véritablement responsable de son destin. Alors on les observe à s'escrimer à s'en sortir alors que rien ne semble pouvoir les aider. Et on voit un réalisateur commencer à prendre forme. Shooting down the victims is as good a way of handling them as we have got. Stop or shoot! You can't trust your mother. Your best friend. The neighbor next door. One minute, they're perfectly normal. The next, rabid. Pray it doesn't happen to you. Rabid. En 1979, David Cronenberg est de retour avec Fast Company, un film qu'il réalise et dont il coécrit le scénario avec Nicholas Campbell, Phil Sabat et Courtney Smith. À la musique, Fred Moline, à la photographie, Mark Irwin, et au casting, en John Saxon, pas de nom connu. Les rivalités automobiles rendent bien au cinéma en général. Dommage pour Cronenberg, son film peine à enthousiasmer. Le film se situe dans le milieu des courses de dragster et la rivalité, plutôt que de se tourner uniquement entre les concurrents, se passe aussi en coulisses. Lonnie Johnson va en effet se frotter à son manager. Et voilà donc tout ce que propose ce film qui en réalité ne propose qu'assez peu de scènes de course pour plutôt se tourner vers la caractérisation de ses personnages. Et ceci manque un peu de finesse, d'autant plus que le réalisateur, en changeant de style, semble avoir un peu de mal à se montrer, à l'exception d'une ou deux scènes où on peut retrouver cette obsession du corps. Malgré tout, il reste difficile d'y voir là une œuvre majeure. Sans compter que le ton oscille entre la comédie et le drame en peinant parfois à trouver sa route, ce qui est tout de même dommage pour un film du genre.
Heureusement, le casting est bien choisi et bien dirigé, on ne peut que reconnaître qu'il y a un sens de la réalisation certain, mais ce Fast Company restera comme un film oubliable dans sa carrière. Don't go away, fans, because there's lots more coming right at you. It's criminal to keep a lover like you on the road for so long. You want to win. You can't stand still. Starring William Smith, Claudia Jennings, and John Saxon. Fast Company. On est en 79 quand David Cronenberg revient à un film qui est un peu plus dans sa partie avec Chromosome 3, un film qui dure environ 1h30. Il est au scénario également, à la photographie Mark Irwin et à la musique Howard Shore. Côté acteur, le seul nom qu'on peut vraiment noter est celui d'Oliver Reed. Et donc ça va être aussi surprenant que ça puisse paraître son meilleur film jusque-là. Alors à savoir que Chromosome 3 n'est pas la suite de Chromosome 1 ou Chromosome 2, c'est bien le nom du film tel quel. Grâce à une substance nouvellement découverte, les patients d'un thérapeute extériorisent leurs troubles de manière physique par des excroissances et autres joyeusetés. Et bien entendu, tout cela ne va pas donner lieu qu'à de bonnes choses, Toujours porté sur le corps et ses déformations, le réalisateur livre là son film le plus abouti à ce moment. S'il peut clairement être rapproché de ses œuvres précédentes, hors Fast Company, il en semble l'aboutissement, en parvenant à exploiter au maximum la psyché de ses personnages et les retranscrire dans une œuvre horrifique effrayante et retranscrivant l'horreur que peut représenter une personne déstabilisée par des sévices subis à une période de sa vie. Chromosome 3 est une autre preuve que l'horreur est bien plus efficace pour traiter de ce type de sujet qu'un énième drame. On s'implique totalement dans ce film qui, s'il n'est pas parfait, possède un grand nombre de qualités et confirme le réalisateur comme quelqu'un sur qui il faudra compter. Et cette fois, nombreux sont ceux qui s'en rendront compte. Jamais avant cet instant. Es-tu prêt pour moi, Franck? As-tu réalisé que ta femme est devenue une personne bizarre, en plein milieu d'une très étrange aventure? Je veux aller avec toi n'importe où. Tu en es sûr? Oui. Alors regarde. Scanners sort en 1981. Le film dure 1h37. À la photographie Mark Irwin, au scénario on retrouve David Cronenberg et à la musique Howard Shore. Au casting, à part Patrick McGowan et Michael Ironside, pas de grand nom non plus. 7e film du réalisateur, Scanners s'impose comme un de ses meilleurs, et à la suite de Chromosome 3, cela montre toutes les qualités du bonhomme. Les scanners sont des gens qui ont de puissants pouvoirs télépathiques, mais au-delà de ça, ils peuvent littéralement tuer ou faire exploser la tête de ceux qu'ils veulent, ce qui explique que certaines personnes soient peu enclines à les laisser tranquilles. On ne va pas revenir une fois de plus sur les obsessions d'un réalisateur qui, cependant, fait un peu évoluer son sujet. Car au-delà de la chair, c'est la modification de l'être humain en général qu'il touche ici. Une dérivation de son sujet qu'il avait déjà commencé à entreprendre dans son film précédent et qui continue ici. Car au-delà des têtes qui explosent, l'intérêt du film tourne autour des scanners, de ce qu'ils peuvent faire de mauvais ou de bon. Tel un étrange film de super-héros, on va donc y suivre la traque de ces personnes différentes par les yeux d'un médium engagé pour les trouver. Une traque qui se révèle passionnante grâce à un rythme maîtrisé et un casting de qualité, sans compter des effets fort réussis, notamment les fameuses têtes. Et n'oublions pas le personnage de Daryl Revok, incarné par Michael Ironside, une fois de plus remarquable. Des suites étaient-elles nécessaires pour autant? Pas sûr, et pourtant il y en aura bien 2. The Mind Force. Scanners. Their thoughts can kill. Cronenberg, on le retrouve en 83 avec Vidéodrome.
qui reste encore aujourd'hui un de ses plus grands films, un film tout simplement majeur. Scénariste du film, il offre la composition musicale à Howard Shore et la photographie à Mark Irwin de nouveau. Au casting, James Woods, Sonja Smith, Deborah Harry, Leslie Carlson ou encore Peter Dvorsky. Max est le patron d'une petite chaîne érotique. Par hasard, il tombe sur un programme pirate de torture et de sévices sexuels nommé Vidéodrome. Et cette fois, en parlant ouvertement de nouvelles chairs, le réalisateur semble mettre en avant son style, probablement comme une sorte de sommet de ses obsessions, en sachant que cela le sera, dans les faits il y reviendra. Mais par ce biais, il évoque aussi une légende urbaine, celle des snuff movies, ces films mettant en scène des tortures réelles, voire des meurtres, car c'est en partie de cela qu'il est question dans ce film, à l'ambiance marquante et au style marqué. Un film qui profite aussi d'un casting parfaitement trouvé, notamment par la présence de l'excellent James Woods dans le rôle principal. Mais il peut aussi vanter le mérite de ses spécialistes en effets qui livrent ici des maquillages, prothèses et autres effets absolument hallucinants. Le film semble ainsi condenser tout ce qui jusqu'ici a représenté le meilleur du cinéma de son réalisateur. Un grand film tout simplement. To Nikki. And Max Wren can do nothing to stop it. What makes you think I need help? None of our test subjects has returned to normality. Television can change your mind. Videodrome will change your body. Long live the new flesh. It will shatter your reality. Videodrome, starring Deborah Harry and James Woods. A shocking new vision from the creator of Scanners. Coming soon to a theater near you from Universal Pictures. Cronenberg, on le retrouve en 83 avec Dead Zone, un film dont le scénario est cette fois-ci écrit par Jeffrey Boam d'après le roman de Stephen King. À la musique, Michael Kamen, à la photographie, Mark Irwin. Et au casting, cette fois-ci on retrouve quelques grands noms puisqu'on a Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt ou encore Martin Sheen. À première vue, il s'éloigne de son style avec ce film. En réalité, il n'y en est pas si loin. Professeur et amoureux, John Smith a un accident de voiture après avoir accompagné sa petite amie. Dans le coma pendant 5 ans, il finit par se réveiller. Sa petite amie Sarah est maintenant mariée et lui, il paraît voir le futur. Adapté du roman de King, le film s'autorise quelques prises de liberté mais ne renie jamais l'œuvre de l'auteur. Si le film ne présente aucune des caractéristiques des films précédents de Cronenberg, il ne faut pas oublier qu'il semble être à la fin d'un cycle avec Vidéodrome. Ici, il est tout de même question de mutation et des nouvelles capacités qu'elles offrent. Cependant, la différence est qu'elles ne sont pas visibles. Mais elles sont bien là et c'est sûrement ce qui a intéressé le réalisateur. Et pour incarner ces personnages, il va faire appel à un sacré casting avec donc Christopher Walken dans le rôle principal, celui-ci livrant comme toujours une superbe prestation, tout comme Martin Sheen au demeurant. Alors on pourra pointer du doigt quelques faiblesses scénaristiques et quelques éléments du roman passés sous silence, mais au final on tient un film plus accessible que ses précédents et qui peut même être une très bonne introduction au reste de son œuvre. I'm not crazy, you know. Those headaches are getting worse, aren't they? As the visions grow stronger and more powerful, so the body weakens. God has seen fit to bless you with this gift. You should use it. Bless me! Not only can you see the future, I can change it. Et c'est en 85 que va réellement démarrer sa carrière d'acteur, puisqu'après avoir joué dans Frisson de lui-même et dans Vidéodrome de lui-même, des petits rôles, il va jouer de nouveau un petit rôle, mais dans le film de quelqu'un d'autre, de John Landis en l'occurrence, dans Série noire pour une nuit blanche. La Mouche voit le jour en 1986. Réalisé par David Cronenberg, le scénario lui est dû également, mais associé à Charles Edward Pogge, d'après la nouvelle La Mouche de George Langeland, qui avait déjà été adaptée. À la musique, Howard Shore, à la photographie, Mark Irwin une nouvelle fois, et au casting, Jeff Goldblum ou encore Gina Davis. David Cronenberg joue aussi un petit rôle dans le film. Il y a des remakes dont on se souvient plus 15 minutes après la sortie, et il y a ceux qui sont rentrés dans l'histoire du cinéma, comme La Mouche donc. La Mouche Noire est sortie en 58, c'est donc 29 ans plus tard que David Cronenberg y voit l'occasion de poursuivre ses obsessions, et en effet, le choix semble parfait. Seth Brundle est un scientifique brillant et il invente un système de téléportation. Il rencontre Veronica et celle-ci veut qu'il se fasse connaître.
Après qu'elle soit subitement partie, il prend peur et pour la faire revenir décide de tester son système pour se téléporter. Mais une mouche se glisse dans la cabine alors qu'il lance le processus. Et c'est alors que va commencer la transformation. Brundle acquiert peu à peu les capacités de la mouche avant de se transformer, donnant l'occasion à l'équipe des effets spéciaux de livrer des effets bluffants, mais aussi à Jeff Goldblum de livrer, comme à son habitude, une performance hallucinante. Et donc au réalisateur de rester dans son genre tout en profitant ici de plus de soutien des studios pour offrir une expérience quasi ultime dans le genre. Du début à la fin, on est happé par le film, et nous-mêmes téléportés dans cette ambiance glauque dont on voudrait sortir sans pouvoir en détacher le regard. Impressionnant dans la maîtrise de sa mise en scène, le réalisateur transcende le film original et sa vision sera celle que l'on retiendra le plus, à tel point que le studio ne pourra s'empêcher de lui donner une suite un peu inutile. Mais c'est bien cette œuvre-là qui s'inscrit parfaitement dans la filmographie du Canadien qui aura marqué bien des esprits et qui, en outre, semble faire de Seth Brundle une étrange copie de son réalisateur, allant au bout de ses obsessions, quitte à s'y perdre. Ayez très peur. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. « 1988, c'est l'année de ma naissance, mais c'est aussi l'année de la sortie du film Faux Semblant. David Cronenberg le réalise et l'écrit en compagnie de Norman Schneider d'après le roman Twins de Barry Wood et Jack Gisland. À la musique Howard Shore, à la photographie Peter Chudzinski. Au casting, on a Jeremy Irons, Geneviève Bujold et David Cronenberg qui joue de nouveau un petit rôle. Il arrive un moment où le réalisateur canadien laisse de côté ses mutations. En fait, elles sont là mais plus cachées et il livre une histoire très différente de ses habitudes. Elliot et Beverly sont deux gynécologues de renom et ils partagent tous depuis longtemps, même les femmes. Lorsqu'ils rencontrent une actrice, Claire, ils tombent doucement amoureux d'elle, tous les deux. Forcément, cette histoire est intrigante, voire perturbante, et le film va bien entendu tenter de faire exister ces deux sentiments. De plus, il profite de l'excellente performance de Jeremy Irons dans les deux rôles principaux, mais aussi de celle de Geneviève Bujold dans le troisième. Ils forment un triangle amoureux inattendu et perturbé. Ceci dit, la similitude entre les deux jumeaux renvoie aux premières amours du réalisateur, tout comme une scène gore qui semble n'avoir pas grand chose à faire là, mais n'est pas inutile. Le réalisateur confirme avoir aussi beaucoup gagné en termes de mise en scène depuis ses débuts et s'offre ses lettres de noblesse qu'il aurait mérité depuis bien longtemps. Et ceci sans oublier une bande originale magnifique de bout en bout. S'il n'est pas le film dont on parle le plus dans la carrière du bonhomme, il est pourtant un de ses meilleurs et mérite d'être vu et revu encore aujourd'hui et pour longtemps. Something radical is definitely required. Now, David Cronenberg makes reality the ultimate fantasy. Dead Ringers. Separation can be a terrifying thing. A noter qu'en 90, David Cronenberg réalise également 2 épisodes pour la série Scales of Justice et joue les acteurs dans le Cabal de Clive Barker. En 1991, David Cronenberg revient avec Le Festin nu, un film qu'il réalise et qu'il écrit d'après le roman de William Burroughs. À la musique Howard Shore et Ornette Coleman. Et au casting, on retrouve Peter Weller, Judy Davis, Ian Holm ou encore Julian Sands ou Roy Scheider. Réputé inadaptable, le roman de William Burroughs l'est tout de même, par David Cronenberg qui fait de son mieux et livre un objet indescriptible. Billy est exterminateur d'insectes. Un jour, il découvre que sa femme se sert de son insecticide à d'autres fins. Il se fait arrêter et croit halluciner à cause de l'insecticide, et au passage, il imagine être un agent secret. Il est difficile de rentrer plus en détail dans le scénario parce que celui-ci va mêler des créatures improbables, des revirements assez fous, et tout cela pour finalement adapter le roman à la façon de Cronenberg. Ne pouvant pas le mettre littéralement en image, il décide de s'en servir pour évoquer la vie de l'auteur. Ainsi, il y évoque le destin de la femme de celui-ci, il se drogue et il y parle d'homosexualité régulièrement. D'ailleurs, le design des créatures semble en sortir régulièrement. Le film est ainsi porté par des acteurs de grande qualité qui livrent d'excellentes performances en semblant au hasard totalement fous ou alors perdus dans cet univers jamais vu. Et malgré ce qui ressemble à une hallucination constante, on plonge totalement dans le film qui frôle l'espionnage, qui frôle le biopic, qui frôle le fantastique, et qui est tout ça à la fois finalement.
Ce personnage fascine le réalisateur, ce film nous fascine, et c'est ce qu'on veut voir. Run for your lives. You're a marked man, Bill. You're just gonna have to leave town. Tourist class, I'm afraid. Thought you were finished with doing weird stuff. I thought I was too, but I guess I'm not. Et en 92, il réalise un épisode de la série Maniac Mansion. Cronenberg revient au cinéma en 93 sur un scénario de David Henry Hwang d'après une pièce de théâtre, une histoire Butterfly, à la musique Howard Shore, à la photographie Peter Sochinsky, et au casting Jeremy Irons, John Lunn, Barbara Sukova, Ian Richardson, pour un film surprenant. Avec ce film, Cronenberg semble une nouvelle fois s'éloigner de ses obsessions. Encore une fois, c'est qu'une apparence. Adapté d'une pièce de théâtre elle-même tirée d'un fait réel, le film raconte l'histoire de René Calimard en 1964. Il travaille pour l'ambassade de France à Pékin et lors d'une représentation de la pièce de Mr. Butterfly, il rencontre la diva Song Li-Ling et il tombe amoureux. Alors forcément, à première vue, on semble s'éloigner de l'univers du réalisateur, mais est-ce vraiment le cas? En fait, pas du tout, mais il serait dérangeant de vous révéler les tenants et aboutissants d'une histoire dont le final déroute. Parce qu'il est question ici d'espionnage, mais aussi d'amour, d'un amour fou même, fou, beau et interdit, porté par les performances de ses acteurs, et notamment d'un Jeremy Irons et d'un John Lunn au sommet. Le film de Cronenberg, s'il n'est pas parfait, éblouit régulièrement. Par sa propension à définir deux univers, deux façons de vivre différentes, une France en avance sur son temps et un Japon ancré dans les plus vieilles traditions, qui vont s'attirer. Et si une manipulation viendra gâcher la beauté de la chose, ça n'en sera que plus triste, et un des rares petits soucis que l'on peut trouver au film au demeurant. Un film qui reste comme une réussite et fait partie du haut du panier. Academy Award winner Jeremy Irons. The Last Emperor's John Lone. Nothing blinds a man to reality like perfect love. The prosecution claims Monsieur Gallimard was fully aware of the implications of his espionage activities. Oh. Inspired by the true story and based on the Tony Award-winning play, M. Butterfly. Entre 1994 et 1996, il booste sa carrière d'acteur. On le retrouve en 1994 dans Booz et Cannes de Nicolas Campbell et dans Procès devant jury de Heywood Gould. En 1995 dans Prêt à tout de Gus Van Sant et Blood and Donuts de Holiday Hill. En 1996, Cronenberg revient avec Crash, un film qu'il réalise mais dont il écrit le scénario sur la base du roman de Ballard. À la musique Howard Shore, à la photographie Peter Sochinsky, à la distribution James Spader, Deborah Kara-Unger, Elias Koteas, Holly Hunter ou encore Rosanna Arquette. Encore un roman considéré comme très difficile à adapter, voire impossible, que Cronenberg va réussir à mettre en image. Tout commence alors que James Ballard est victime d'un accident de voiture. Il va alors se mettre à développer une fascination pour les blessures et les accidents. Et à partir de là, le film va pousser l'obsession de son personnage au maximum, multipliant les scènes de sexe et livrant une œuvre assez expérimentale et donc parfois un peu bancale, mais fascinante. Car sans se fixer de limites, le réalisateur nous plonge à l'aide d'une BO hypnotique dans un monde d'obsessions, de fantasmes partagés, mais difficilement avouables par ses protagonistes, tous incarnés par d'excellents acteurs. Il serait difficile de ne pas reconnaître dans ce film la patte d'un réalisateur qui se nourrit lui-même les mêmes obsessions, au point de se demander si ce Ballard ne serait pas une version de lui-même poussée à l'extrême, la scène de fin étant à ce sujet un sommet aussi déviant qu'il peut être malaisant, mais qui paraît finalement logique au vu du déroulement du film. Une œuvre à voir en sachant qu'on pourra l'aimer ou la détester. Alliance Releasing invites you to fasten your seatbelt. You coming? Crash. Et entre 1996 et 1999, il va plusieurs fois jouer l'acteur, que ce soit dans Moonshine Highway d'Andy Armstrong, dans Crash également, dans Les Stupides de John Landis, dans Mesures d'urgence de Michael Apted, dans Henry Evelyn de Gary Ledbetter, dans Last Night de Don McKellar, mais aussi dans The Grace of God de Gérald Lécuyer. Cronenberg revient sur les écrans en 1999 avec Existence, un film qu'il réalise et qu'il écrit,
À la photographie Peter Chudzinski, à la musique Howard Shore, au casting Jennifer Jason Leigh, Jude Law, Ian Holm, Willem Dafoe, Don McKellar, Callum Kisrenny ou encore Christopher Eccleston et Sarah Polley. Si le film continue à faire débat sur l'appréciation des jeux vidéo par Cronenberg notamment, il reste un excellent film sur des questionnements légitimes. Allegra Geller est une grande conceptrice de jeux vidéo et elle a créé Existence, mais alors qu'un groupe se crée pour tester le jeu en avant-première, elle se fait tirer dessus parce qu'il semble être un terroriste. Et le reste du film va être basé sur le concept de réalité et de virtuel. Ainsi, on peut constamment se poser la question de savoir si on est dans le jeu ou la réalité. Bien entendu, c'est aussi prétexte à quelques délires visuels du réalisateur, mais aussi à une inquiétude légitime, encore plus aujourd'hui. Et si on se perdait dans la réalité virtuelle? Loin d'être impossible, cette idée va être au centre d'un film qui en effet reprend certains codes du jeu vidéo, notamment dans son excès. Et si le film est soutenu par un joli casting, son univers étrange nous perd aussi facilement, mais de manière positive, car on peut se poser la question de savoir si, finalement, c'est pas tout ce monde qui a changé. Et si tout ça est donc vrai? La réussite n'est cependant pas totale et le final est indispensable, par exemple. Reste que l'on passe un bon moment devant un film abordable mais intelligent. We're worth a lot of money. $5 million for your dead body. Step into my office. Allegra, we need help. The only way I can tell if everything's okay is to play Existence with somebody friendly. Are you friendly? Play with me. Something's wrong. Oh God. What happened? Let's come back here with us. I think we're still inside the game. You're stuck now, aren't you? 99, toujours, Cronenberg est à l'affiche en tant qu'acteur du Résurrection de Russell Mulcahy. Et il publie également le livre Existence, a graphic novel, forcément basé sur le film. On le retrouve également à la réalisation d'un court-métrage nommé Caméra. It bothered me to have it in the house recording the moment. When you record the moment, you record the death of the moment. Children and death are a bad combination. So it made me anxious. If I'm not acting, if I'm not playing a role. Puis en 2001, on va le retrouver deux nouvelles fois comme acteur dans Le Jugé coupable de Mick Garris et également dans le Jason X de James Isaac, dans lequel il avait demandé à avoir la pire mort de la saga. Un souhait qui ne sera malheureusement pas exaucé. En 2002, David Cronenberg sort le film Spider, un film qui est écrit par Patrick McGrath d'après son propre roman. À la musique Howard Shore et à la photographie de nouveau Peter Chudzinski. Au casting, Ralph Fiennes, Miranda Richardson, Gabriel Byrne, Lynn Redgrave ou encore Bradley Hall. Et voici probablement un des films les moins reconnus du réalisateur, pourtant il est loin d'être mauvais. Spider est interné en psychiatrie. Un jour il est transféré, se retrouve proche du lieu qui l'a brisé, il va alors essayer de retrouver son passé pour comprendre. Et à partir de là, le réalisateur et son scénariste, aussi auteur du roman, donc tissent un film assez passionnant. Notamment parce qu'il offre un rôle hors norme à Ralph Fiennes avec très peu de dialogue. C'est donc toute la subtilité et l'intensité du jeu de l'acteur qui permet de comprendre et de s'attacher à ce personnage. Dans l'idée, le film se rapproche toujours du cinéma de Cronenberg puisqu'il s'agit de blessures à réparer mais aussi de sexe. Dans cela, si son cinéma dévie vers quelque chose de plus tolérable pour les studios depuis déjà un moment, Spider constitue une cassure définitive et intéressante. Sans parler de maturité, il semble cette fois vouloir toujours parler de ses obsessions mais en les déployant dans des histoires plus larges. Ce qui en fera un réalisateur plus fréquentable pour les studios sans dénaturer son œuvre. Avec ce Spider, il y parvient bien et montre à l'écran un personnage brisé par son père, personnage qui veut découvrir le pourquoi de son état mais ne semble pas pouvoir vivre sans ses blessures. Il est Spider et c'est tout. Debout. Qui es-tu? Spider. Mon merveilleux petit Spider. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait?
En 2002, le réalisateur sort aussi les scénarios de Stereo, Crimes of the Future, Shivers et Rabid dans le livre Collected Screenplays numéro 1. On le retrouve également en 2003 comme acteur dans la série Alias, le temps de 2 épisodes de la 3e saison. A History of Violence sort en 2005. David Cronenberg fait alors appel au scénario à Josh Olson, qui adapte le comics de John Wagner et Vince Locke, et la photographie à Peter Szulczynski de nouveau. Au casting, Viggo Mortensen, Ed Harris, Maria Bello, William Hurt, ou encore Stephen McCarthy. Parce que oui, même Cronenberg a finalement adapté un comics, mais pas de super-héros ici, ou plutôt si, mais un héros ordinaire. Tom Stahl a une vie relativement tranquille, jusqu'au jour où il se fait agresser dans son bar. Il abat alors son agresseur et devient une sorte de héros local. Un mafieux débarque quelque temps plus tard et il reconnaît en Tom le frère du type qui l'a défiguré des années plus tôt. Tom était alors nommé Joey et était à la tête d'un gang, ce qu'il réfute. Pas besoin de 2 heures pour raconter cette histoire, le réalisateur n'ayant jamais eu besoin d'étendre ses films plus que de raison, il parvient ici à raconter l'histoire de Tom en à peine 1h30 et il le fait parfaitement. Ce personnage vivant aux États-Unis vit dans un monde fait de violence et une fois qu'elle a été mise en branle, il est difficile de s'en dépêtrer, même des années après. C'est ce qui va le faire retomber petit à petit dedans jusqu'à espérer de nouveau retrouver une vie tranquille. Difficile dans ce monde de pouvoir y prétendre, la violence engendre la violence et c'est tout le sujet du film. On pourrait presque se reconnaître dans ce personnage même si tout cela se déroule à un degré bien au-delà de l'habituel. Mais voici un film qui se démarque et qui peut toucher profondément lorsqu'arrivent les dernières images. Un film qu'il est difficile à oublier une fois vu. Ce soir, toute la ville est à sa sortie d'hôpital pour accueillir le héros. Bravo Tommy! Super, encore des journalistes. Non, ils en ont pas l'air. C'est toi le super-héros. Je n'ai pas très envie d'en parler, monsieur. Tu as bien réglé leur compte à ces 2 malfaiteurs, Joey. Je m'appelle Tom. Qui est Joey? À toi de me le dire. Sarah! Sarah! Dites-moi où est ma fille. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ces types se trompent. Ils me prennent pour quelqu'un d'autre. Fallait pas vous inquiéter, Madame Stoll, je la surveillais. Je ne sais pas ce que vous voulez, ça m'est égal. Vous devriez pourtant vous en inquiéter parce que ce que je veux peut changer votre vie. Demandez donc à Tom. Ouais, demandez-lui comment se fait-il qu'il soit si doué pour tuer son prochain. Dis-moi la vérité. Qui es-tu? En 2005, Cronenberg publie également le scénario d'un film qui ne sera jamais tourné et qui se nomme Red Cars. Et Cronenberg ne tarde pas trop à revenir sur les grands écrans puisqu'il revient en 2007 avec Les Promesses de l'Ombre. Un film qu'il réalise mais dont le scénario est écrit Steven Knight, un mec qui se fera bien plus connaître par la suite. À la photographie on retrouve Peter Szulczynski et à la musique Howard Shore. Au casting, Viggo Mortensen de nouveau mais aussi Naomi Watts ou encore Vincent Cassel. Après son excellent History of Violence, c'est de retour avec Viggo Mortensen une nouvelle fois que revient Cronenberg pour un film qui en est une prolongation cohérente. Non pas que ce soit une suite, loin de là, mais il s'agit d'une histoire de violence là aussi. Le film suit Anna, une infirmière qui est marquée par la mort d'une femme russe dans son service, ou plutôt une fille de 14 ans qui meurt en accouchant. Elle va alors chercher à retrouver la famille de l'enfant et découvrir une histoire sordide. Le film plonge cette fois encore dans les profondeurs de l'humanité, escalade moche par le biais de la mafia russe et de cette enquête. Une nouvelle fois assez cru, le film n'atteint cependant pas tout à fait le niveau de la réalisation précédente du Canadien, peut-être à cause d'un casting tout sauf russe. Cassel et Mortensen sont très bons, mais ça surprend. Il reste cependant très bon dans sa vision de la violence, mais aussi pour cette enquête menée par Anna. Le trio d'acteurs principaux livre d'ailleurs des scènes particulièrement intenses, notamment dans la dernière partie du film. On notera un Vincent Cassel habité et une direction toujours aussi bonne de la part du réalisateur. Alors qu'il semble lui aussi mettre fin à une courte période du bonhomme, Les Promesses de l'Ombre reste un excellent film de Cronenberg. Porte ouverte. Il veut le journal. Le nom de mon fils Kirill y a mentionné à plusieurs reprises. Il menaçait de faire du mal au bébé. Si le journal se retrouvait aux mains de la police... Ça va, patron, vous inquiétez pas, les flics ne trouveront rien. Elle avait 14 ans, c'était une gamine. Oubliez tout ce qui a pu se passer et évitez les gens comme moi. Vous avez lu le journal, comment pouvez-vous continuer à faire ce que vous faites? Je décide ce qui est bien ou mal. On ne peut pas se permettre la moindre négligence. Je dois savoir qui vous êtes. Montrez un peu de respect. Ça, c'est du respect.
Les vorés sont quand même mal contagieux. Tu es condamné une fois qu'ils t'ont touché. Toujours en 2007, Cronenberg est invité à participer à la réalisation du film à sketch Chacun son cinéma, ou ce petit coup au cœur quand la lumière s'éteint et que le film commence, réalisé à l'occasion des 60 ans du Festival de Cannes en 2007. Donc. Pour le coup, il réalise le court-métrage At the Suicide of the Last Jew in the World in the Last Cinema in the World, film dans lequel d'ailleurs il joue. Ce sera difficile de vous en dire plus sur ce court-métrage. Yes, Bill August, Jane Campion, Youssef Chahine, Jane Kaiga, Michael Cimino, David Cronenberg, Jean-Pierre et Luc Dardenne, Manuel de Oliveira, Raymond Depardon, Atom Egoyan, Amos Gipay, Hosha Oshien, Alejandro González Iñárritu, Aki Kaurismäki, Abbas Kiarostami, Takeshi Kitano, Andrei Konchalovsky, Claude Lelouch, Ken Loach, David Lynch, Nanni Moretti, Roman Polanski, Raul Ruiz, Walter Salles, Elias Suleiman, San-Ming Liang, Gus Van Sant, Lars von Trier, Wim Wenders, Wong Kar-wai, Jang Imo. En 2010, on le retrouve comme acteur dans la série télévisée Happy Town pour un épisode et dans le film Le Monde de Barney de Richard J. Lewis. Pendant 4 ans, David Cronenberg n'a plus vraiment repris la caméra. Il la reprend en 2011 cependant pour A Dangerous Method, un film dont le scénario est écrit par Christopher Hampton d'après sa propre pièce de théâtre, elle-même adaptée du roman A Most Dangerous Method de John Kerr. À la musique, on retrouve Howard Shore et à la photo, une nouvelle fois, Peter Szuchinski. Au casting, Viggo Mortensen, Keira Knightley, Michael Fassbender, Vincent Cassel ou encore Sarah Gadon. Après avoir longuement évoqué des sujets sexuels dans ses films, il était temps pour Cronenberg d'aborder le sujet de front, ce qu'il va faire plus ou moins ici. Carl Jung reçoit Sabrina Spielrein, une femme victime de crise d'hystérie. Il va l'étudier et elle va devenir sa maîtresse. Dans le même temps, Jung rencontre Freud et se lie d'amitié avec. Mettant en scène deux psychanalystes qui vont opposer leur vision par le biais du personnage de Sabrina, le film a forcément de l'intérêt de par leur discussion, mais aussi la façon dont Sabina vit la situation. Alors bien entendu, pour apprécier le film, il faudra tolérer et accepter d'écouter des points de vue plus que de profiter d'un divertissement, parce que c'en est pas vraiment un. Il faudra aussi apprécier une œuvre assez lente qui ne se laisse pas entraîner par les débordements de ses films précédents. Mais ces aspects ne sont pas ceux qui font de Dangerous Method un film un peu moins réussi qu'à l'accoutumée. Cela vient surtout du jeu excessif de Keira Knightley qui semble à côté durant toute la durée du film. Pour le reste, les joutes verbales Fassbender-Mortensen savent se montrer intéressantes et l'apparition de Vincent Cassel est plutôt sympathique. Votre maîtresse. Vous vous imaginiez que j'allais vous laisser partir sans me battre? Nous devrions cesser de nous voir. C'est ce que vous voulez? Vous l'aimez toujours? Vous êtes prêt à nous revenir? Il faut parfois faire des choses impardonnables pour avoir la force de continuer à vivre. En 2012, Cronenberg est de retour avec un film qu'il écrit d'après le roman Cosmopolis de Don DeLillo. À la photographie, on retrouve Peter Szuchinski. À la musique, Howard Shore, accompagné de Metric. Au casting, Robert Pattinson, Jake Baruchel, Paul Giamatti, Samantha Morton, Kevin Durant, Juliette Binoche, Sarah Gadon ou encore Mathieu Amalric. S'il est réputé inadaptable, le roman de Don DeLillo n'avait surtout aucune vocation à être adapté. Mais une fois de plus, Cronenberg s'y est attelé. Eric Packer s'engouffre dans sa limousine. Il veut aller chez le coiffeur. En plein New York, le trajet va s'avérer différent de ce qu'il attendait, notamment parce que le capitalisme s'écroule et que le chaos s'installe autour de lui durant le trajet. Passionné par le roman, le réalisateur peine cependant à trouver une approche pour l'adapter. Il décide alors d'en garder tous les dialogues et de créer les situations autour ensuite. La majorité du film se déroule ainsi à bord de la limousine et le film est forcément basé sur ces dialogues, sur les échanges entre ce Golden Boy qui voit son monde s'effondrer, ses assistants et autres connaissances, pour finir par découvrir un monde plus pauvre qu'il ignorait jusque-là.
Au fur et à mesure du film, en même temps que le chaos s'installe, il va lui aussi découvrir la réalité de ce monde. Et pour porter un tel film, le réalisateur canadien s'appuie sur une mise en scène de qualité. C'est pas facile de mettre en scène ce genre de film, et sur un casting à la hauteur. Si Robert Pattinson n'est pas des plus expressifs, il représente parfaitement ce personnage aussi insipide que son monde avant de comprendre ce vers quoi il tend. Et c'est aussi cela qui rend le film passionnant, si on accepte d'écouter essentiellement des dialogues et de s'y investir évidemment. C'est ton jour de chance. Fais-moi découvrir autre chose. Tu sens le sexe. Le désir de détruire est un désir créatif. Vous allez plonger d'1 mètre dans la mort. C'est à vous seul que vous le devez. En 2014, Cronenberg est de retour avec Maps to the Stars, un film dont le scénario est signé Bruce Wagner. À la photographie, on retrouve Peter Szulczynski et à la musique Howard Shore. Au casting, Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, Robert Pattinson, Olivia Williams, Sarah Gadon ou encore Carrie Fisher. Maps to the Stars, c'est une plongée à Hollywood, exagérée certes, mais avec sûrement une pointe de vérité. Parce qu'avec ce film, le réalisateur convoque des figures classiques du milieu. Le gamin star à 13 ans qui tombe dans les excès, l'actrice vieillissante qui cherche à se prouver qu'elle est toujours jeune, le chauffeur qui écrit un scénario, l'auteur qui ne parvient plus à écrire. Des clichés? Si oui, ils viennent forcément de quelque part, et cette histoire va se faire rencontrer le pire de la sphère hollywoodienne, de leurs égos, pour aboutir à une histoire qui, si elle semble manquer de liant, se montre fort prenante. Parce qu'on aurait des raisons de croire que l'on va s'ennuyer devant un film qui semble si décousu au premier abord, mais entre une mise en scène inspirée, un casting de haute volée et des situations qui suffisent à elles-mêmes et montrent le côté excessif de chacun des personnages, on ne peut pas rester détaché du film. On se plonge dedans et on observe tout ce petit monde se détruire pour aller vers une conclusion qui ne pouvait pas être différente. Un film réussi qui pourrait être une bonne conclusion de sa carrière, mais ce ne sera heureusement pas le cas. Elle a fait une crise de nerfs. C'est une situation épineuse, mais tu as toujours envie de jouer ce rôle. Hey, hey, hey. Goodbye, chante avec moi. Sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. C'est à propos de ta sœur. Il est possible qu'elle ait refait surface. Je crois que t'es un peu dérangé. Pauvre con. Tu me trouves plus jolie qu'elle? Dis-le. Tu veux avoir ce rôle, mais tu ne le décrocheras pas. On aurait dit un genre de rêve, mais c'est fou comme ça avait l'air vrai. Je suis vivant, moi, et j'ai pas perdu la tête. Tu croyais vraiment que j'allais t'accueillir à bras ouverts pour que tu recommences à foutre la merde dans ma vie? Sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Liberté. À partir de 2014, Cronenberg ne réalise plus de films, ou en tout cas pas pendant des années. Mais il va pas disparaître pour autant. On va notamment le retrouver à l'écriture d'un roman en 2016, le roman Consumé, qui raconte l'histoire de photojournalistes à sensation de l'ère des nouveaux médias qui sont amants et concurrents professionnels, qui se croisent dans des hôtels d'aéroports, écrivent des rapports sur internet, ce genre de choses, et qui sont à la recherche d'histoires sordides. Je n'ai pas lu le roman, je vais donc pas en parler en détail, mais j'espère pouvoir revenir dessus un jour. On va aussi le retrouver évidemment comme acteur. Ainsi en 2017 il joue dans la série Captive, en 2020 dans Star Trek Discovery et dans Clifton Hill d'Albert Sheen. En 2020 on retrouve Cronenberg en tant qu'acteur dans le très beau Falling de Viggo Mortensen. Et en 2022 on retrouve David Cronenberg à la réalisation d'un film, Crime du futur, un film qui sera présenté au Festival de Cannes en compétition officielle. Au casting, on a Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart ou encore Scott Speedman. Le film est décrit comme fou, choquant et tout un tas d'autres qualificatifs après sa diffusion à Cannes. Pourtant, Crime du futur l'est pas tant que ça, étant une sorte de transition entre les deux périodes du cinéaste. Dans le futur, les humains ne ressentent plus la douleur physique et usent donc de leur corps pour toutes sortes de shows. Et au passage, ils créent même de nouveaux organes.
Mais ce qui va nous intéresser dans le film ici, c'est une enquête policière. Bon, le résumé est très simpliste. Le fait est que le film a tout un univers à poser et ne peut se contenter de juste le poser et de n'en rien faire. Alors forcément, au-delà de quelques séquences peu ragoûtantes, le réalisateur retrouvant là ses obsessions de première partie de carrière, le film est verbeux, trop par moments. Et bizarrement non dénué d'un certain humour, prenant plaisir à tacler l'art de maintenant, dans cette ère dans laquelle tout le monde peut devenir une star pour parfois des raisons absurdes. Alors s'il est aussi verbeux que ses derniers films, par ailleurs bon malgré tout, et horrifique que ses premiers, où est le problème? Mais il est dans l'équilibre. Le film peine parfois à mettre en place une intrigue à laquelle se raccrocher. On voit se développer un univers fascinant dans lequel avoir un cancer est une façon de devenir célèbre, par exemple, mais l'enquête semble un prétexte que le réalisateur a parfois du mal à développer. De fait, on se posera après le film des questions sur le rôle de certains personnages qu'on parvient pas à expliquer. Reste que la performance des acteurs est à saluer, Mortensen, Stewart, Seydoux ou encore Speedman, et que cet univers demanderait à être revu. Peut-être dans un autre film. Celui-ci mérite tout de même un beau coup d'œil. Vous vous sentez mal? Et en 2023, Cronenberg devrait sortir le film Shrouds. Prévu au départ comme une série pour Netflix, il a été réécrit pour en faire un film. On devrait retrouver Vincent Cassel au casting, qui incarnera un personnage qui est un businessman qui a fait fortune en développant un concept. Il a inventé un service permettant aux personnes en plein deuil de voir leurs proches disparus dans leur cercueil, qui se décompose en temps réel. Une idée qui crée la controverse, sa société est d'ailleurs sur le point de s'écrouler quand plusieurs tombes de son cimetière spécialement équipées sont vandalisées, dont celle de sa propre femme. On verra bien ce que donnera le résultat. On sait également qu'on le retrouvera dès cette année, en 2021, dans le film Crimes of the Future, qui n'a rien à voir avec le film qu'il avait réalisé dans les années 70. Le scénario, c'est lui qui l'a écrit, à la musique on retrouvera Howard Shore, et au casting il est déjà annoncé Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart ou encore Scott Speedman. Pour résumer l'histoire, ça se passe dans un monde futuriste, l'humanité a appris à vivre sans son enveloppe corporelle, et un performeur va adopter un syndrome d'évolution accélérée qui font apparaître des organes nouveaux et inattendus dans son corps. Et il va en faire un spectacle que les gens peuvent admirer en temps réel. Autant dire que le pitch donne sacrément envie. Et voilà donc ce retour sur la carrière d'un réalisateur fascinant, et je vous invite à laisser votre avis sur le bonhomme, que vous aimiez ou pas son œuvre, que vous aimiez ou pas ce qu'il est. Laissez votre avis sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous.